Bonjour et bienvenue dans Transition Story, le podcast qui vous raconte comment vos territoires opèrent leur transition écologique, économique et sociale. Je suis Patrick Longchamp, journaliste à l'écodessolutions.info et au fil de ces épisodes, je vais vous raconter l'histoire de ces territoires où des hommes et des femmes travaillent au quotidien à faire émerger une dynamique qui, grâce à tous, peut à long terme changer la donne. Je les questionne sur le pourquoi cela fonctionne ou pourquoi cela ne fonctionne pas, comment faire émerger une dynamique collective afin que 1 plus 1 égale 3, avec pour objectif de vous inspirer et d'inspirer d'autres territoires. Passer de l'entre-soi à l'entre-tous, permettre une bonne articulation du genou, voilà mon objectif. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans Transition Story. Transition Story, 5e épisode depuis la ville d'Angers où depuis quelque temps déjà nous travaillons à comprendre comment les citoyens se sont mis en ordre de marche pour proposer à la métropole, Angers-Loire Métropole, de travailler sa transition écologique. On va évoquer dans ce 5e épisode la fonction vitale, vivre en bonne santé. Je suis avec Steve Clavier, directeur de la transition écologique à Angers-Loire Métropole. Bonjour Steve. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode qui va nous permettre de creuser cette question du vivre en bonne santé. En juin dernier, vous avez fait le bilan de ces 6 années. Avant de faire le bilan avec vous, pour commencer, pourquoi cette thématique vivre en bonne santé? Ça correspond à l'ODD 4, éducation et santé. En quoi justement la crise climatique, la perte de biodiversité qui sont au cœur des grands axes de cette feuille de route est un enjeu de santé publique et qui peut être visible à l'échelle du territoire et d'un territoire comme celui d'Angers-Loire Métropole? Je vais peut-être commencer par un élément de contexte très simple, c'est que quand on a lancé ces assises de la transition écologique, on était en sortie de Covid en 2020, à l'été 2020, la décision a été prise par l'exécutif, par nos élus, de travailler sur les fonctions vitales qui avaient été évoquées dans le cadre de la Convention citoyenne sur le climat. Si vous vous souvenez, c'était la période là où on avait eu les conclusions. Dans nos réflexions, il y a 2 sujets qui ont été rajoutés par rapport à la Convention citoyenne sur le climat, c'était vivre en bonne santé et s'épanouir. Vivre en bonne santé parce que, là, on était vraiment au cœur de l'actualité, sur les questions de santé et effectivement le cadre, dans lequel on vit aujourd'hui, en milieu urbain ou en milieu plus rural, est soumis à un certain nombre, voilà, de pollutions, que ce soit au niveau de la qualité de l'air, du bruit, de l'eau, et cetera. Et donc il a semblé intéressant de traiter plus spécifiquement ces sujets-là, en lien bien sûr avec Ouais. quand on parle de la biodiversité, c'est bien sûr tous les milieux naturels, qui nous C'est vrai parce entourent que sur le en, territoire. en regardant et on voit bien comment des fois des éléments de contexte et d'actualité peuvent permettre d'orienter ou de ne pas orienter parce que on aurait pu s'attendre aussi à la question du bien vieillir, du vivre en bonne santé chez soi, qui est en tout cas dans cette partie vivre en bonne santé absente. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas été prise en compte, mais en effet, on a un axe beaucoup plus lié en effet à la biodiversité, aux espaces Alors sauvages et oui, protection du bocage. effectivement, heu, quand on parle de vivre en bonne santé, on s'est orienté sur, la santé environnementale. Mhm. Donc on ne traite pas effectivement, j'évoquais le Covid, mais voilà, c'est qu'on avait ça à l'esprit quand, le Mhm. sujet est arrivé. Mais dans le cadre de ces assises, la question de la santé environnementale était importante. En plus, nous étions en pleine réflexion sur l'élaboration d'une stratégie, de transition environnementale. Vous connaissez, hein, les limites planétaires, Ouais, bien voilà, sûr, oui. donc il y avait ce sujet-là qui était sur la table et Alors, quel bilan on peut tirer de ces 6 années, par rapport à cette feuille de route qui avait été, posée, en 2021? Aujourd'hui, on est 5 ans après. Qu'est-ce qu'on oui. peut tirer comme bilan et surtout, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté, à nos concitoyens? Alors déjà, le cadre des assises, quand ça a démarré, hein, c'était, on a créé finalement une démarche ex nihilo. Il n'y avait pas forcément, à part la Convention citoyenne pour le climat à Ah, l'échelle nationale, mais il n'y avait pas, quand on a fait un peu un benchmark sur le territoire national, il n'y a pas beaucoup de démarches de cette nature. L'idée, c'était vraiment que ce soit les citoyens qui fassent des propositions sur, ces fonctions vitales, hein, se nourrir, se déplacer, se loger, et cetera. Donc c'est vraiment des propositions qui ne viennent pas, des collectivités, de l'État, et cetera, mais qu'on voilà, on sollicite,
la réflexion, on dit l'intelligence collective en général, mais des citoyens et des Mmh. habitants, des associations, et cetera. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a reçu, à travers, de multiples vecteurs, à peu près 1000 contributions, et ces 1000 contributions ensuite, elles ont été synthétisées parce que forcément, bah, il y avait des redondances ou des choses qui voilà, qui se ressemblaient ou qui étaient très proches, et on les a synthétisées, et l'idée est venue en marchant, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'à un moment donné, on a demandé, également on s'est demandé si c'était pas, au regard du nombre d'actions extrêmement important, utile de demander finalement un vote préférentiel, pour prioriser les actions, mais également par les citoyens. Parce Mmh. qu'on aurait pu très bien le faire avec les élus, avec les services, prioriser, et cetera. Non, donc là, c'était vraiment un choix, bah, d'ailleurs de Christophe Béchu, président Géant Métropole, et de Corinne Bouchou, vice-présidente à la transition écologique, vraiment de faire, ce vote citoyen, et ça a super bien fonctionné. Mmh. Et alors 10 qu'est-ce 000 qui votes, c enfin 9 000 votes, mmh, pardon. ouais, 9 000 votes, pour une métropole, comme Angers, c'est relativement impressionnant. On sait bien que même quand on va chercher les citoyens, ils sont pas forcément toujours au rendez-vous. Là, ils l'étaient. Et c'était très impressionnant parce que on a fait le vote par papier. On a laissé aussi la possibilité de faire un vote numérique, hem et en fait, le temps qu'il fallait pour remplir ce cahier de vote, Mmh. il fallait à peu près au minimum 3/4 d'heure. Mmh. Et donc, quand on a lancé, ce cahier de vote avec l'enveloppe, on s'est dit: «Bon, ça va quand même être compliqué, les résultats risquent d'être très partiels». Non, on avait plus de 96, je crois, des cahiers de vote qui Mmh. étaient intégralement remplis, et sans erreur. Enfin, vraiment, ça a été fait, Mmh. en plus de manière très précise. Les personnes qui ont répondu, les foyers, puisqu'en fait, quand vous receviez un cahier de vote, c'était dans le cadre effectivement enfin, c'est dans le bulletin, donc c'est un bulletin au niveau du foyer. Moi, Mmh. par exemple, on sait qu'il y a des familles, hein, qui se sont mis autour De la table pour, réfléchir de la table ensemble? pour faire ce bulletin de vote, et que parfois ça pouvait durer, ça générait du débat. C'était exactement ça qu'on souhaitait, en fait. Mmh. C'était générer ce débat. Et donc il y a eu ce vote préférentiel, et puis effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui sont ressorties. Heu, Alors Pas si forcément celles auxquelles on s'attendait, qui sont peut-être des fois plus structurantes, mais en tout cas celles qui parlaient aux citoyens. Mmh. Donc si je regarde bien les actions, c'était protéger nos espaces sauvages et nos bocages, inscrire les ambitions de la biodiversité dans les projets d'aménagement, Mmh mh. et particulièrement ceux d'urbanisme, accompagner les initiatives pour préserver, la faune et la flore, végétaliser au maximum, intensifier, la présence des arbres, en ville pour essayer de mettre un petit peu moins de Mmh. béton et un peu plus de verdure et de CO2, et puis lutter, contre les pollutions, la pollution, réduire, la pollution lumineuse bien sûr, et puis réduire l'usage des pesticides. Est-ce qu'on peut dire que, en 5 ans, s'approprier l'ensemble de ces actions, ça a été facile, compliqué? Est-ce qu'il y a des endroits où il y aurait des leviers encore actionnés? Si on regarde l'évaluation, Mmh. depuis 2022, on est passé d'une une évaluation citadine de 3 sur 4 à 3,4 sur 4. Petite augmentation, ça veut dire qu'il y a encore des efforts? Oui, en fait, c'est une synthèse et un vote préférentiel. Bien Quand je sûr. vous disais qu'il y avait, des actions plus structurantes que nous aurions souhaité voir apparaître, hein, Mmh. en tant qu'experts, c'est pas forcément le cas, Mmh. et vous voyez que finalement dans la question du vivre en bonne santé, vous ne voyez pas de sujet autour du bruit. L'eau, je pense qu'aujourd'hui, 5 ans après, on On recommencerait, referait la ces même, assises. mmh. Il y a plein de sujets, vous voyez, quand on parle des polluants éternels, et cetera, il y a plein de sujets aujourd'hui qui feraient que l'eau, et les canicules et les sécheresses qu'on a vécues font que la question de l'eau est revenue un peu sur le premier plan. Donc il y a aussi une question d'actualité. À ce moment-là, en 2020, il faut se remettre dans le contexte, les personnes avaient été restées cloîtrées chez elles pendant un certain nombre de semaines, Mmh. et la question de la biodiversité, de l'accès aux espaces verts, et cetera, on le voit à travers ces actions, Ouais. est fortement ressorti. Donc c'est Mmh. pour ça qu'on a, surtout des actions qui relèvent de la biodiversité. Après, on partait pas de rien non plus. Mmh. On avait quelques actions, qui étaient déjà engagées, hein, bien sûr, mais ça nous a permis aussi de booster. C'est-à-dire que là, quand ces actions ont été votées, on s'est dit: «OK, mais là, il y a plein de choses sur la biodive, Mmh. c'est peut-être temps de faire un plan biodiversité». Mmh. Donc on a fait, monter un plan biodiversité, ça nous a pris un peu de temps, on l'a fait voter par les élus, et on a intégré ces actions. Donc on a élargi. Mais en tout cas, pour la réalisation de ces actions,
C'est bien sûr une évaluation Alors citoyenne, hein, que, Alors enfin, concrètement, on a envie de mmh, savoir pour les Angevins, qu'est-ce qui a, changé concrètement? Ça, c'est ce que j'ai cité, tout à l'heure, ce sont mmh. les grandes thématiques d'action, mais concrètement sur le terrain, dans les villes de la métropole, dans, l'accompagnement, des acteurs, du territoire, qu'est-ce qui a changé concrètement, et qui est aujourd'hui, visible ou invisible si on a fait des mesures d'impact? Alors, c'est ce qui était intéressant quand on a fait l'évaluation avec les citoyens qui avaient été tirés au sort, c'est que, on avait effectivement ce débat avec eux sur des choses qui étaient structurantes et pas forcément visibles, mais qui étaient importantes, Et ça, c'est et des important choses de qui étaient le visibles pour le mentionner. citoyen. Par C'est ça. exemple, sur la végétalisation, Mmh. Heu, un certain nombre de communes se sont saisies du sujet, sur Angers aussi, hein, vous pouvez le voir sur les façades, il y a de la désimperméabilisation de cours d'école, des façades végétalisées, hein. Quand vous allez dans le centre-ville, vous voyez qu'il y a voilà, il y a cette reconquête-là qui est en cours. Il y a toute une politique de l'arbre, aussi, et les communes aussi, hein, en dehors d'Angers, se sont engagées, dans ces sujets-là, et ça, c'est du visible. C'est-à-dire quand on refait une place de mairie, comme c'est le cas par exemple au Poncé, Mmh. où on désimperméabilise, Perméabilise. pardon, c'est pas facile, et quand on voilà, on plante des arbres, voilà, l'idée c'est de créer des îlots de fraîcheur. Ça, c'est du visible, c'est du concret, puisque comme on a vécu quelques jours de canicule il y a peu de temps, bah, forcément les espaces de fraîcheur, ils sont recherchés. Ça, c'est du concret. La biodiversité, d'une manière générale, c'est pas forcément quelque chose de visible, Mmh. heu, c'est plutôt de la préservation. Mais en même temps, il faut rendre un accès plus important à des espaces verts. On sait, c'est un comment dire? Un élément de bien-être et de Mmh. qualité de vie, heu, qui a déjà été, étudié à de nombreuses reprises, et on sait que plus, on a accès à des espaces verts en proximité de chez soi, heu, mieux on vit quelque part, et ça aussi, c'est aussi de l'hygiène mentale, hein. La bonne santé, c'est aussi, quelque part de l'hygiène mentale, et de pouvoir accéder. Donc à travers le travail qui a été mené, vous avez cité un certain nombre d'actions, l'idée c'est aussi de rendre plus visible ce qui est accessible, aux citoyens, pour, bah, qu'ils connaissent mieux le territoire, pour qu'ils prennent, voilà, des réseaux verts en vélo, voilà, qu'ils puissent, bah, finalement améliorer leur santé en Mmh. pratiquant, et en sortant un peu plus. Donc c'est Mmh. ça l'objectif Mmh. final de ce qui relève de la biodiversité. Alors, Voilà. ce qu'on peut dire concrètement, hein, c'est que c'est plus de 14 millions qui ont été investis, ces dernières années, plus de 5 300 arbres au total, qui ont été plantés, 4,7 hectares, qui est aussi été plantés pour créer Mmh. des projets de forêt urbaine. On sait aussi combien, la forêt urbaine, j'en parlais dans d'autres endroits, les mini big forests sont des lieux de création de biodiversité. Ça, c'est du concret. Oui, quand je vous parlais d'espaces verts et d'intensification de l'arbre en ville, c'est essentiel. C'est essentiel à plusieurs titres. Je vous parlais d'hygiène mentale, bien sûr, mais c'est, aussi, hem, comment dire? Un outil de rafraîchissement de nos espaces, Mmh. et puis, alors bon, à l'échelle d'une agglo comme Angers, dire qu'on fait de la dépollution, ça serait peut-être un peu fort, mais ça contribue malgré tout aussi à une forme de qualité de l'air. Hem et ça, c'est voilà, effectivement, ces investissements ont été importants. Ça s'est beaucoup accéléré, mais on peut citer plein d'autres choses, hein, les jardins familiaux, des plantations d'arbres fruitiers. Il y a vraiment une diversité d'actions qui ont été menées et qui contribuent à continuer à verdir la ville, les villes, les communes, parce qu'encore une fois, ça n'est pas qu'Angers, hein, Mmh. un certain nombre de communes, même celles qui sont, déjà en seconde couronne et déjà en milieu plus rural, ont des actions, très spécifiques sur ces sujets-là. Mmh. Alors, quelle est la next step pour vous, Steph Clavier? Bah, déjà, grâce aux assises, on a, adopté un certain nombre de plans. Ça nous a fait beaucoup réfléchir. On a intégré bien sûr les actions des citoyens. On a fait un plan biodiversité, on a, fait adopter et adopté un plan d'adaptation au changement climatique, et on a adopté une stratégie du cycle de l'eau. Finalement, on s'est outillé. On a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont engagées, mais quand on regarde ces feuilles de route, il y a encore beaucoup de choses à mener. Donc ce qui est bien, c'est que on a eu cette impulsion aussi citoyenne qui nous a aidés, voilà, à poser tout ça.
et à le formaliser. Mmh. Ça a été, on l'a vécu avec nos élus, hein, vraiment, un un élément de motivation important, y compris au sein des services. Aujourd'hui, on a vraiment au sein des services des collègues qui sont très impliqués, des élus qui sont très impliqués. Et ça, c'est une dynamique. Et c'est important parce que on aurait pu laisser retomber à la fin des assises Mmh. ces sujets-là. Non, aujourd'hui, il y a des engagements qui sont pris. Et donc, l'idée, c'est Et sur les plans biodiversité, de continuer à travailler sur les mmh. questions de protection des zones humides, Et de désartificialisation, mmh. sur la qualité de l'air, même si on est sur un territoire qui bénéficie Mmh. d'une qualité de l'air bonne. On a très peu De d'alertes pollution. hein, dans Mmh. l'année. Néanmoins, il faut continuer à travailler sur ces sujets-là, Mmh. notamment parce qu'il y a des nouveaux polluants avec le changement climatique, hein, Mmh. on le voit avec les allergènes hein, notamment. Voilà, on va travailler sur la pollution lumineuse qui va là aussi nous permettre, grâce à Territoire Intelligent, de réduire l'impact euh, grâce au renouvellement des luminaires. Voilà, c'est tout un tas de choses qui se poursuivent, qui ont été engagées et qui se poursuivent parce qu'à un moment donné, on va bien entendu évaluer les résultats de tout ça. Bien sûr. Et ce qui est, On fait des bilans. très intéressant dans ce que vous dites, c'est que cette convention citoyenne hein, pour la transition écologique d'Angers-Loire Métropole, c'est devenu aussi un projet structurant des services et des politiques publiques, et pas l'inverse. C'est pas une politique publique qui s'est imposée aux citoyens, elle a été co-construite. Ce que je vous propose, Steve, c'est qu'on fasse une micro-pause et qu'on aille creuser justement un de ces acteurs du changement sur le territoire d'Angers-Loire Métropole, en lien justement avec cette feuille de route de transition écologique, vivre en bonne santé. Transition Story, Patrick Longchamp. Voilà, c'est le moment d'ouvrir notre contrepoint. Après Steph Clavier, on va évoquer la santé publique au travers de la question de l'urbanisme. En d'autres lieux, en d'autres temps, j'ai travaillé la question de l'urbanisme, du care, du prendre soin. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Comment est-ce qu'on construit une politique urbanistique sur des territoires qui bougent, particulièrement à l'aune de cette question de la transition écologique et de ce bilan de cette transition écologique faite sur le territoire d'Angers-Loire Métropole. Et j'ai la chance d'être avec la directrice de l'agence d'urbanisme de la région angevine, appelée Aura, rien à voir avec l'Auvergne. Il s'agit d'Alexandra Le Provost. Bonjour Alexandra. Bonjour. On va évoquer avec vous cette question du vivre en bonne santé dans des perspectives urbanistiques. Peut-être rappeler à nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas exactement qu'est-ce que c'est qu'une agence urbanistique sur un territoire, quel qu'il soit, et particulièrement celui du territoire d'Angers-Loire Métropole. Alors en quelques mots, une agence d'urbanisme, ce sont des associations loi 1901, il y en a une cinquantaine en France et qui sont là pour accompagner leur territoire adhérent. Donc on Mhm. n'est pas cantonné à un périmètre, Mhm. tous nos territoires qui adhèrent élargissent de fait notre périmètre d'intervention et on est là pour les accompagner sur différents sujets liés à l'aménagement du territoire au sens large, dans le cadre des transitions, qu'elles soient démographiques, numériques, environnementales, écologiques. Mhm. Et puis, on travaille aussi énormément sur la donnée, les observatoires qu'on suit dans le temps pour donner à voir, pour accompagner les collectivités sur les décisions, sur l'aide à la décision. Et puis, on travaille sur des sujets de planification urbaine, de mobilité, d'économie. Et on travaille surtout en mode transversal, Mhm. pluridisciplinaire. Et on travaille également sur de la prospective. C'est-à-dire qu'on essaie aussi toujours un peu d'anticiper les grands sujets qui vont nous rattraper. Mmh. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous travaillez en transversalité. On sait bien que la France, en particulier, est très silotée. Elle aime les silos, hein. L'agence d'urbanisme d'un côté, l'agence de la biodiversité de l'autre. Et puis, quand on se parle, c'est que vraiment, il y a une urgence. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que ces 5 ans de travail autour de la transition écologique sur un territoire comme Angers-Loire Métropole a été un petit peu le lieu d'expérimentation plus large de la transversalité entre les agences et les services? Oui, oui, absolument. Alors, on travaille depuis 50 ans hein, avec Ouais. Angers-Loire Métropole. Donc, Oui. mais effectivement, la transition, enfin, les transitions au sens large, Mmh. c'est aussi l'occasion de travailler, nous, avec l'ensemble des directions
Mmh. d'Angers-Loire Métropole, de la ville d'Angers. Donc, ça amène cette diversité, cette connaissance, et puis on s'enrichit les uns des autres. Et c'est vrai que dans les sujets qu'on va aborder, on a à la fois des demandes qui viennent de la direction Parcs et Jardins, de la direction de la transition écologique. Donc, on voit bien que ces sujets se croisent et qu'on ne peut pas ignorer si on travaille de manière silotée, on est un petit peu à côté de la plaque. Alors justement, comment est-ce que l'Aura, l'agence d'urbanisme de la région d'Angers, a-t-elle intégré les enjeux de cette transition écologique dans ses travaux ces dernières années? Alors, si je remonte à 5 ans, je ne Ouais. vais peut-être pas remonter Non, au-delà. des 5 dernières années, Si puisque je remonte c'est un à peu. 5 ans, 2020, on commence fortement à travailler sur la question des îlots de chaleur Mmh. urbains. C'est-à-dire comprendre les mécanismes qui entraînent ces îlots de chaleur urbains. Ouais. Donc, tous les facteurs qui sont liés Alors, à ouais, c'est l'imperméabilisation. ça, c'est ce qu'on redit peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas des spécialistes. Les îlots de chaleur, c'est tous ces espaces en fait qui réverbèrent le C'est soleil, qui ça. empêchent l'évaporation et qui donc créent une chaleur excessive. Là où au bord de mer il fait 29, et ben, dans cet îlot de chaleur il fera 32. Voilà, tout à fait. Donc, on va se retrouver dans des milieux qui sont imperméabilisés, Mmh. plutôt en milieu urbain, mais au sens de construit, de la ville. Ça peut être un centre-bourg, comme ça peut être dans une plus grande ville. Ce sont effectivement des endroits où on va avoir une forte imperméabilisation des sols, avec des fois des couleurs et des choix de matériaux qui absorbent encore plus cette chaleur. Peu de végétation. Mmh. Souvent une eau qui est assez peu présente, quelle que soit la forme qu'on peut attendre de la présence de l'eau, peu présente, et donc ça va créer ce qu'on appelle ces îlots de chaleur. Donc on les a repérés essentiellement dans les zones d'activité, Mmh. dans les grandes zones commerciales. C'est vrai que la notion de parking bitumé, revêtement noir, des bâtiments en tôle, parfois foncés, peu d'arbres, voire pas du tout, Mmh. ça génère effectivement ce phénomène d'îlot de chaleur, mais on peut aussi le retrouver dans des milieux plus urbains, avec beaucoup d'espaces bitumés ou en tout cas enrobés, et la présence de l'arbre, mais Mmh. l'arbre sous forme vraiment de canopée Mmh. d'arbres haute Un tige. peu ce qu'on appelle aujourd'hui et qui a un grand succès, ce qu'on appelle les mini big forest ou ces îlots de biodiversité qui sur des espaces assez restreints, qui peuvent être l'espace d'ailleurs d'une place de parking Exactement. permettent de resserrer une végétalisation d'arbres, de haies, de plantes qui vont permettre justement à cette biodiversité de se développer et en même temps de pouvoir aller capter le CO2. C'est les Japonais qui, dans les années 75, inventent ça pour justement décarboner leurs axes routiers. Ils créent des mini big forests tout le long de leurs grands axes routiers. Voilà, tout à fait, c'est tous les bienfaits de la nature en ville. Mmh. Ça a ce côté rafraîchissant pour y vivre. Donc là, on est en plein en lien avec la santé, mais ça a aussi ce caractère biodiversité, Mmh. surtout quand on a plusieurs essences, une diversité de la végétation. Donc, effectivement, c'est propice également à la biodiversité. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de vertus de ramener de la nature en ville, Mmh. et de faire en sorte qu'elle puisse prospérer dans de bonnes conditions, puisque ça va aussi améliorer donc la qualité des espaces publics, du bien-être en ville, mais aussi des logements qui sont à proximité. Donc Alors, on est bien sur le confort et la santé publique. Alors vous avez réalisé un atlas des îlots de chaleur justement, qui est un outil utile aujourd'hui, alors pourquoi cet atlas des îlots de chaleur? À qui était-il destiné? Et pourquoi s'être focalisé sur, ces îlots de chaleur? Pour vous, c'est le premier pas, la 1re step dans la nouvelle manière de penser l'urbanisme sur le territoire angevin? Alors, en 2020, effectivement, on voit que la question des îlots de chaleur, elle devient prépondérante. Et puis 2022, c'est l'été de la canicule. Et on sent même que ce vocabulaire autour des îlots de chaleur urbains, tout le monde se l'approprie, on en parle énormément. Et en fait, en termes d'atlas, véritablement, on a ensuite, avec Angers-Loire Métropole et la ville d'Angers, Mmh. on a beaucoup plus travaillé sur un atlas des secteurs stratégiques pour de la replantation ou de la plantation Mmh. d'arbres. C'est-à-dire qu'on a d'abord les îlots de chaleur, mais donc de manière cartographiée. Oui. Ensuite, on a pu venir agrémenter sur cette couche d'îlots de chaleur. Alors, couche, c'est un terme jargonnant, mais Oui, oui. c'est bien au niveau cartographique.
on est dû et adjoindre d'autres données, Mmh. notamment des données sociodémographiques, c'est-à-dire sur ces territoires de la ville, eh bien, quel est l'âge de la population, quel revenu. Alors, on travaille sur des carreaux de Mmh. 200 mètres par 200 mètres, donc on a une échelle fine. Quel est l'âge? Quels sont les revenus? Est-ce qu'on est plutôt dans de l'habitat collectif, individuel? Est-ce qu'on a des équipements pour les personnes dites à risque ou plus Mmh. vulnérables, des personnes âgées, des équipements petite enfance? On est venu aussi croiser ça avec de la cartographie sur justement cette densité de végétation, Mmh. la végétation arborée, mais aussi la strate herbacée, puisque on l'a compris, ça n'amène pas les mêmes bienfaits pour Exactement. la population. On a croisé ça avec les températures de surface et les îlots de chaleur que nous avions déjà repérés. Mmh. Donc, suite à ça, on a pu identifier des secteurs à fort enjeu, à faible enjeu et à moyen enjeu. Je vous donne juste un exemple. On est parti de 774 carreaux et on en arrive à 165 qui sont définis comme étant à enjeu. Mmh. Donc, une quarantaine à fort enjeu. Mmh. Sur quel, alors c'est tout secteur confondu, ou Sur est-ce que l'ensemble de la ville d'Angers, sur l'ensemble de la ville d'Angers, mais pas concentré, sur dans un tous les quartiers. quartier, dans tous les quartiers? Dans tous les quartiers. Mmh. Et alors ça va Euh, donner quoi après en termes d'action, d'action? Parce que c'est un fort enjeu et après qu'est-ce qu'on fait? On arrive et on vient planter ses arbres? Alors ça permet de donner une connaissance, Ouais. un état des lieux. Et justement, c'est là où on joue notre rôle d'aide à la décision. On Mmh. accompagne les collectivités pour que à la fois de la plantation puisse se mettre en place. Après, on va aussi regarder la propriété parce que tout espace, notamment quand on est sur des espaces privés, c'est pas forcément une intervention publique qui peut être mise en place. C'est intéressant, mais quand vous parlez d'acteurs privés, il y a des acteurs privés comme les centres commerciaux, j'ai envie de dire c'est facile, c'est des acteurs du quotidien, alors qu'il y a des fois des petites parcelles, d'acteurs privés qui peuvent avoir leur cours, bétonné, leur jardin avec, essentiellement, imperméabilisé. Comment on va aller les chercher, ces acteurs? C'est aux politiques publiques de s'engager à les convaincre? Non, mais il y a la question, par exemple, des mini-jardins qui sont faits. Alors, c'est toute aussi la porosité entre l'espace public et l'espace privé. Évidemment, on ne va pas intervenir chez le particulier. Par contre, les questions de sensibilisation, elles sont là, hein, il y a des aides aussi qui peuvent être octroyées sur la plantation Mmh. d'arbres. Et puis, il y a ces aménagements de mini-jardins en bord de trottoir, en fait, hein, qui jouxtent la propriété privée, qui peuvent aussi, au-delà d'un aspect esthétique, d'amélioration du cadre de vie, peuvent aussi apporter cette nature en ville et cet ombrage. Mmh. Donc oui, il y a beaucoup de manières d'intervenir. C'est pour ça que ensuite, ce sont des choix qui sont politiques, Mmh. qui sont faits, mais nous, on est là pour apporter cette connaissance. Oui, c'est ça. L'agence Pour d'urbanisme n'est pas cartographier, la décisionnaire. place est disponible. Vous êtes un peu une sorte de conseil, aux acteurs publics, pour, venir penser la ville de demain? Absolument, et puis on va apporter cette connaissance et puis on va la suivre dans le temps. Donc on voit Mmh. aussi les évolutions, donc on va aussi apporter des expertises, des analyses, mais effectivement la notion d'observation, d'apporter des atlas et puis de faire évoluer les choses, ça aide évidemment à l'accompagnement. Et là, et puis moi, je vous invite aussi à aller voir, sur Angers-Loire Métropole, l'atlas, de la biodiversité et surtout, cette co-construction de cet atlas avec tous les acteurs du territoire. Comment justement on embarque aussi les citoyens? Vous travaillez aussi un petit peu en concertation avec, les citoyens ou ça reste, vous êtes une agence, de prospective, plutôt à disposition et finalement les citoyens pas tant que ça? Non, 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 on va travailler très à la carte. Alors nous, nos membres pour qui on Mmh. travaille, ce sont les Les collectivités communautés. essentiellement, mais dans le cadre des missions qu'elles sollicitent auprès de nous, on peut tout à fait être dans l'animation de temps de débat, de temps de concertation, donc on peut être avec les citoyens, Mmh. avec d'autres types d'acteurs. Donc ça fait aussi partie de ce qu'on peut proposer comme offre de service, d'animer des temps de concertation, de débat ou autre. Allez, un mot inspirant pour, nos auditeurs, sur l'urbanisme, en 2030-2050, ce serait quoi votre mot de la fin,
Alexandra Le Provost? Ce serait une ville fraîche et dégoulinante de verdure. Et avec plein de fontaines, comme je disais à Corinne Bouchou lors de notre premier échange, moi j'aime beaucoup les places avec les fontaines comme on a parfois en Espagne, dans le sud de la France, et qui donnent envie de se poser avec sa famille, de discuter avec son voisin tout en se rafraîchissant avec une bonne boisson, bien évidemment. Merci beaucoup Alexandra Le Provost. C'est la fin de cet épisode de Transition Story. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous voulez plus d'infos, vous pouvez nous retrouver sur ecodesolutions.info. Vous retrouverez l'intégralité de ces podcasts et bien évidemment sur les plateformes d'Angers-Loire Métropole, notre partenaire. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. C'était Transition Story en partenariat avec Angers-Loire Métropole. Si vous souhaitez suivre l'information des acteurs et des actrices du changement, n'hésitez pas à rejoindre notre site internet ecodesolutionstoutattaché.info. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un très prochain podcast et surtout pour ne pas louper nos Transition Story, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées et partagez-les autour de vous. Merci à vous tous de votre écoute. À très bientôt. Au revoir. Transition Story, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio.